Au cours de la 13e croisade noire d'Abaddon, le chapitre des Black Templars se translate au sein du système cadien. Endurcis par leurs affrontements sans merci avec les peaux vertes de Ghazghkull Traka lors de la 3e guerre d'Armageddon, les Space Marines zélés en armure d'ébène déchaînent leur haine contre les serviteurs de l'archi-ennemi, jusqu'à les repousser à travers le secteur Scarus après la bataille de Thracian Primaris. Certaines des forces du chaos se concentrent alors sur le monde chapitral des Iron Hands, Medusa. Particulièrement proche de l'œil de la terreur, le monde a prévu l'éventualité d'une invasion et a préparé ses défenses. Les Iron Hands ont recruté de nombreux nouveaux Astartes au sein de leur rang et mobilisent 8 des compagnies claniques de leur chapitre, ainsi que la totalité des forteresses chenillées gargantuesques qui en font la fierté. Les séides d'Abaddon déploient pour leur part le 13e régiment blindé lourd Aradni, du Militarum Traitoris. L'affrontement blindé qui se profile promet aux deux camps qui s'affrontent une joute blindée d'une férocité telle qu'il n'en a plus été vu depuis la terrible bataille de Talarn au cours de l'hérésie d'Horus. Lorsque l'affrontement entre l'Imperium et les forces de l'archi-ennemi éclate, ce dernier engage plus de 10 000 chars de combat contre les Iron Hands. La bataille fait rage pendant 5 jours et 5 nuits solaires, tandis que les traîtres parviennent à portée de tir des forteresses mobiles Astartes. Lorsque les Iron Hands ouvrent le feu, les archives indiquent que plus de 100 chars félons sont détruits rien que par la première salve, car chaque compagnie dispose d'une puissance de feu équivalente au Centurio Ordinatus de l'Adeptus Mechanicus. À l'aube du 5e jour, au point culminant de la bataille, les traîtres brisent les lignes des Iron Hands, tandis qu'une compagnie blindée hérétique prend de flanc l'une des forteresses mobiles, faisant feu de tous ses canons, projetant obus après obus à bout portant contre le colosse d'Adamantium. Les Iron Hands réagissent par l'envoi d'une contre-attaque furieuse, à l'avant-garde de laquelle des escouades d'assaut armées de bombes à fusion se jettent des créneaux de la forteresse mobile pour atterrir au sommet des chars ennemis. Bien que de nombreux Astartes perdent la vie dans l'assaut, abattus par les armes sur pivot des blindés ennemis ou écrasés sous leurs chenilles, la contre-attaque est un succès car elle leur permet de détruire la majorité des forces blindées des traîtres, forçant le reste à battre en retraite de manière désordonnée. C'est à ce moment que les Iron Hands lancent leur propre offensive blindée, alors que des formations blindées entières, composées de Predator Annihilator, jaillissent des forteresses blindées, détruisent les chars ennemis par des tirs de leurs canons laser. Lorsque les Iron Hands parviennent enfin à sécuriser Medusa, la campagne de la 13e croisade noire approche de sa conclusion. Et les Astartes sont en mesure de déployer plusieurs de leurs compagnies claniques à la défense du système cadien. Ils dédient l'ensemble d'une force opérationnelle navale à la défense du monde portuaire hautement stratégique de Vigilatum. Ailleurs dans le secteur cadien, sur le monde de Casseur Tirok, les Dark Angels et les Space Wolves semblent avoir mis de côté leur rancune ancestrale suffisamment longtemps pour permettre au grand maître suprême Azrael et au seigneur loup Logan Grimnar de parvenir à un accord mutuel, mais temporaire. Les deux chapitres Astartes foulent le champ de bataille côte à côte, démontrant ainsi à l'archi-ennemi que les forces combinées des Space Wolves et des Dark Angels valent bien davantage que la somme de leurs composantes. Les circonstances et détails exacts de cet arrangement sont gardés secrets de tous ceux qui sont extérieurs à ces deux chapitres. Durant la bataille, ils font face à une horde substantielle de mutants du chaos, dont ils chargent l'arrière-garde, les écrasant sans merci
les Dark Angels et les Space Wolves cherchant continuellement à surpasser les prouesses de leurs frères alliés au combat. Mais alors que les derniers mutants sont massacrés, la camaraderie amicale s'estompe rapidement et les premières insultes fusent. La victoire est acquise, mais les fils du lion et les fils de Russ prennent des chemins séparés, leur rivalité ancestrale ayant, une fois de plus, refait surface. Parmi les renforts que reçoit la Porte Cadienne grâce à l'arrivée de la flotte de guerre Solar, figurent 5 compagnies des héroïques Imperial Fist, qui se ruent sur les hérétiques à l'instant même où ceux-ci établissent le contact. Après un affrontement spatial initial qui voit les barges de bataille et croiseurs d'assaut du chapitre prélever un lourd tribut à la flotte de guerre du chaos au sein du système cadien, 3 des compagnies des Imperial Fist procèdent à un largage de combat sur Cadia même, tandis que les 2 autres se dispersent afin de renforcer les défenses des secteurs alentours, notamment celle du foyer des Iron Hands de Medusa. Les premières, 2e et 3e compagnies vont s'avérer vitales dans la défense de points clés au sein du système cadien, tenant les murs de nombre de forteresses avec la résolution stoïque pour laquelle ils sont réputés à travers tout l'Imperium. La 2e compagnie s'illustre par des actes d'exceptionnelle bravoure, lorsqu'elle vient à bout de la tristement célèbre alliance Stigmatus, dénombrant presque 10 000 fanatiques hérétiques. Au point culminant de la bataille, qui se joue sur les murs de Kazer Vazan, le commandant de compagnie, le capitaine Tialo, donne sa vie pour tenir une brèche dans les fortifications, repoussant une horde de plusieurs centaines de mutants avant de succomber à ses blessures. Le corps du capitaine, quant à lui, refuse de mourir et sera maintenu en stase par les Tech Marines du chapitre qui espèrent l'enchasser dans la puissante cuirasse d'un Dreadnought afin que ce guerrier renommé puisse poursuivre son combat contre les forces du mal, bien au-delà de la mort de son enveloppe corporelle. La dernière étape de la 13e croisade noire poursuit son déroulement vers sa conclusion inexorable, tandis que les combats font rage à travers le segmentum Obscurus et ses secteurs cadiens, Agrippina, Bellis Corona, Scarus et Shinchar. Les cieux surplombant les zones de guerre s'embrasent des retombées de bombardements orbitaux, tandis que résonnent les chants de milliards de fanatiques. La marche de puissants titans de bataille secoue le sol, et les chasseurs de la marine impériale hurlent au-dessus des têtes. Les derniers jours du conflit atteignent l'impérium de l'humanité. Ces armées ne peuvent que prier qu'aucun serviteur de l'empereur ne fléchisse dans ses devoirs envers lui, car cela équivaudrait à livrer l'humanité entière au bûcher de la ruine et de la damnation éternelle. Sur Cadia, les forteresses impériales tombent une à une. Les lignes de front Viclas et Cadus souffrent sous l'assaut incessant d'innombrables hordes ennemies. Les forces impériales sur Cadia sont engagées au sein d'une ligne de défense mobile, avec le seigneur Castellan Creed dirigeant les régiments de l'Astra Militarum à la rencontre de chaque ennemi, afin d'empêcher la jonction de leurs forces et la survenance d'un assaut inarrêtable. Malheureusement, les effectifs de l'architraître Abaddon sont si nombreux qu'une telle stratégie s'avère rapidement intenable sur le long terme, forçant les Cadiens à se replier vers Casseur Partox. Une légion titanique félonne entière est aperçue à l'horizon, marchant en ligne vers la forteresse planétaire, alors qu'autour d'elle, des millions de tonnes de bombes s'abattent sur le sol depuis l'orbite. Des hordes de mutants grouillent sous les pieds des titans, sacrifiant leur vie insignifiante à la faveur de leur dieu-machine corrompue. De l'artillerie vivante frappe le champ de bataille, crachant des obus de la taille de chars d'assaut. Les cantiques d'1 million de psychopathes peuvent être entendus depuis les remparts de casseurs-guerre. Malgré tout, le 8e régiment cadien se tient résolument ancré dans diverses compagnies sur le terrain de parade de casseurs-guerre. Fiers,
courageux et résolu. L'honneur se lit sur la face de chaque soldat du régiment. Le seigneur Castellan sait qu'il envoie de nombreux soldats de son régiment bien-aimé vers leur mort inévitable. Plus important, les soldats le savent aussi et en sont fiers. Ils n'en ont cure, car ils maintiendront bien haut la fierté du régiment du seigneur Castellan, de Cadia et de leur devoir sacré envers l'empereur Dieu. Au crépuscule, l'ennemi lance son assaut sur la citadelle planétaire. Il est précédé par de terribles lamentations lancinantes qui glacent jusqu'au sang et l'âme de chaque homme et femme, mais nul ne vacille. Ensuite, un terrible barrage d'artillerie fait pleuvoir la mort et la destruction sur les murs, mais là encore, le 8e Cadien refuse de flancher. Enfin viennent les premières vagues, et les hommes et femmes du 8e Cadien ouvrent le feu sur celle-ci. Un déluge de tirs laser s'abat sur les premières lignes ennemies qui s'approchent à grands pas, et des centaines tombent parmi ses rangs. De nombreux gardes impériaux épuisent leur batterie laser en seulement quelques instants et se saisissent d'un second chargeur lorsque le porte-étendard régimentaire, Jaran Kell, relaye les ordres du seigneur Castellan enjoignant à une compagnie sur 2 à se retirer des combats. L'arrière-garde se rassemble alors et la retraite des forces impériales vers Casseur-Partox débute. Quelques 10 compagnies tiendront jusqu'au dernier homme afin de permettre aux restants du 8e Cadien de se retirer. Ces braves 3000 hommes et femmes sont censés abandonner leur position au tout dernier moment, mais malheureusement, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ils se retrouvent encerclés, coupés de leur retraite, puis submergés et capturés. Le jour solaire suivant, les forces impériales découvrent le terrible sort qui leur a été réservé. Ils sont rituellement démembrés devant les positions impériales sur la ligne de front Viklas. L'effet sur le moral impérial est dévastateur, et les commissaires régimentaires sont démunis face à l'ambiance défaitiste qui bientôt s'installe au sein de nombreuses unités. Alors que la bataille pour Cadia atteint son point culminant, la volonté de ses défenseurs se trouve sur le fil du rasoir. L'espoir visant à intercepter le tueur de planètes, avant que celui-ci ne puisse déchaîner son arme dévastatrice, se révèle n'être qu'un rêve pieux, lorsque, sans avertissement préalable, celui-ci se matérialise en orbite autour du monde de Macaria, au cœur du système cadien. Bien que la majorité des citoyens impériaux peinent à y croire, la nouvelle de la destruction de Macaria par le vaisseau massif parvient bientôt au haut commandement cadien. Le monde est perdu, et avec lui, les millions de loyaux serviteurs de l'empereur, morts aux mains d'Abaddon le Fléau et de son arme la plus terrible et la plus détestable. La terreur absolue s'abat sur le haut commandement cadien. En dépit de ses nombreux succès récents, de nombreux officiers cadiens se mettent à croire que la guerre ne peut être gagnée à court terme. Alors qu'auparavant, les forces impériales se sont battues pour repousser les assauts du Fléau, refusé de poser les pieds sur leur monde, elles se battent désormais seulement pour empêcher les forces du chaos de totalement les submerger. C'est un bien sombre paradigme que les forces impériales ne sont pas prêtes à accepter. Le haut commandement cadien reste cependant persuadé qu'Abaddon n'osera jamais détruire Cadia en faisant usage du tueur de planètes ou d'une Blackstone Fortress, car les pylônes Xénos anciens présents sur le monde forteresse sont connus pour assurer la stabilité intrinsèque de la porte cadienne, permettant de maintenir ouvert le passage depuis l'œil de la terreur vers le matérium au sein de l'espace impérial. Par conséquent, les défenseurs impériaux s'animent d'une nouvelle résolution: tenir Cadia, quel qu'en soit le coût. Les vaillants défenseurs de Cadia décident de tenir leur dernier carré sur les remparts de Casseur-Partox contre les forces du chaos unies contre eux. Une force massive appartenant à l'archi-ennemi se jette à l'assaut de l'armée de l'Imperium.
La cité-forteresse est défendue par 23 régiments des troupes de choc cadiennes. Aux côtés des régiments cadiens se tiennent les groupements d'unités réquisitionnés sur des mondes plus ou moins éloignés, tels que les Knovians, les Gundronites, les Mordants, les Thracians, les Jourans et des milliers d'autres. Les frères guerriers de l'Adeptus Astartes figurent également parmi les défenseurs impériaux, incluant les chapitres des Dark Angels, des Space Wolves, des Ultramarines, des Doom Eagles et de bien d'autres, dont les archives impériales n'ont pas retenu les noms. De nombreux autres servants de l'Empereur Dieu sont également présents, comme les sœurs de bataille des ordres militants de l'Adeptas Sororitas, les puissants chevaliers gris, nombre d'inquisiteurs, les dreadnoughts de siège de l'Ordo Reductor, les terrifiantes machines divines du Collegia Titanica et les propres guerriers Skitarii cybernétiques de l'Adeptus Mechanicus. Et parmi leurs rangs, les confesseurs du culte impérial se frayent un chemin, admonestant chaque homme et chaque femme, les enjoignant à demeurer fidèles à l'empereur. Malheureusement, les défenseurs impériaux font pâle figure face aux forces massées contre elles. Même au sommet des majestueuses murailles du Castellum de Casseur Partox, les observateurs remarquent que pas un seul mètre carré de terrain n'est soit tenu par les défenseurs, soit revendiqué par l'ennemi. Il semble que chaque habitant de l'œil de la terreur est convergé au-devant des murs de Casseur Partox. Dans le massacre qui s'ensuit, les impériaux sont rapidement contraints d'abandonner Casseur Partox et de battre en retraite en direction de la mer Caducades, où ils espèrent établir leur dernière ligne de défense à Casseur Galan. Casseur Partox tombe aux mains des hérétiques, démolissant de facto la structure de commandement et de contrôle impériale. La retraite impériale depuis Casseur Partox voit se dérouler l'affrontement le plus intense de toute la 13e croisade noire, avec des milliers de vies sacrifiées afin de permettre au gros des forces impériales d'atteindre la mer Caducades, laissant derrière lui des milliers de morts, leurs corps déchiquetés par la horde chaotique blasphématoire. Les forces impériales au sol s'enfuient à bord de vaisseaux de transport afin de traverser la mer Caducades, contraintes d'abandonner l'essentiel de leur équipement lourd. L'un des derniers groupes à lever le camp est la délégation ecclésiarcale, dont les milliers de prêcheurs ont veillé au bien-être spirituel des troupes impériales, tout au long des combats pour la retraite depuis Casseur Partox. Certains d'entre eux restent au port, déterminés à prêcher la parole de l'empereur jusqu'à la fin, et leurs chants sonores et enfiévrés sont d'y avoir résonné par-dessus le vacarme tonitruant de l'artillerie ennemie. Une compagnie de Space Marines des Subjugators, dont le nombre a été si réduit durant leur participation à la défense de Cadia que la survie même du chapitre en devient menacée, choisit malgré tout de mener son dernier carré au port, jurant d'évacuer uniquement lorsque tout le reste sera perdu. Les ingénieurs de l'Astra Militarum placent des explosifs sur la structure des bâtiments portuaires afin d'assurer sa destruction. En orbite autour de Cadia, la flotte impériale qui surplombe les vaillants défenseurs au sol se rassemble aussi pour son dernier combat. Si elle échoue, le monde de Cadia et tous ceux qui se tiennent sur son sol seront irrémédiablement balayés par les puissances du Warp. Tout se déroule selon le plan d'Abaddon le Fléau, et l'ensemble des événements qui ont lieu lors de la 13e croisade noire devaient mener à ce moment précis. Bientôt, la bataille en orbite éclate, prélevant un tribut colossal aux défenseurs impériaux. Malheureusement, la défense de Cadia mérite le plus important des sacrifices, car l'échec serait synonyme pour la porte cadienne de demeurer béante et de permettre aux forces d'Abaddon de lancer librement sa campagne contre Terra et ainsi réussir là où son père Horus a échoué il y a 10 millénaires. Les détails de l'affrontement spatial demeurent confus, en raison du démantèlement de la structure de commandement cadienne au sol, subséquent à la retraite depuis Casseur Partox. L'amiral Quarren, qui commande la flotte impériale chargée de défendre Cadia, rapporte que le plus gros de ses effectifs est détruit,
nombre de ces bâtiments ayant payé le prix ultime afin de repousser les serviteurs des dieux sombres. Certains rapports à la fiabilité douteuse indiquent, au plus fort de la bataille, qu'une flotte de vaisseaux Necrons serait apparue du néant et aurait pris d'assaut à la fois la flotte du chaos et la Blackstone Fortress à sa tête. Ces rapports sont si incomplets au sein des archives impériales au sujet de l'engagement spatial que le haut commandement cadien ne parviendra jamais à établir les véritables détails concernant la victoire dans l'espace. Cependant, quelles que soient les raisons de leur présence, les vaisseaux Necrons, aux côtés de leurs alliés de circonstances impériaux, forcent la Blackstone Fortress à se désengager de son approche de Cadia, s'échappant du système cadien avant de disparaître des radars impériaux. Les vaisseaux du chaos restants la suivent dans sa retraite et quittent également le système. Avec la retraite du support orbital de l'archi-ennemi, les défenseurs impériaux à la surface de Cadia se rallient après leurs défaites successives et parviennent à éliminer les forces du chaos qui leur font face et ainsi reconquérir le sol sacré du monde forteresse pour l'empereur. Cette victoire sera, malheureusement, de courte durée.